suite, les titres de l'actualité. La fin de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le Nord Kivu a été marquée par le soutien moral du cinéaste britannique qui est descendu dans une zone de santé à Goma. Et puis la capitale s'attend à une vaste mobilisation ce samedi en rapport avec la santé. Toujours une marche de sensibilisation est prévue dans les artères de Kinshasa sur la lutte contre le cancer de l'utérus dont souffrent de nombreuses femmes. Enfin, une fois revenus dans leurs deux pays respectifs après la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les chefs d'État des deux Congos auront la primeur des résolutions des travaux de leurs experts qui viennent de se séparer à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Nous allons parcourir le corps de ce journal tout en sachant que la grande actualité reste sans contexte dans les heures qui suivent. L'adresse du chef de l'État au monde du haut de la tribune de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce sommet qui a pour thème l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement intéresse particulièrement la République démocratique du Congo engagée dans la réalisation des divers projets pour sa modernisation au plan sécuritaire. Par exemple, le pays est presque arrivé à bout des mouvements insurrectionnels dans l'Est avec l'appui de la communauté internationale. S'agissant des questions environnementales, le président de la République a pris part, vous le savez, à une active rencontre, à la rencontre mondiale sur les climats qui s'est déroulée à la veille de l'ouverture de cette session. Ce discours sera retransmis en direct sur nos antennes, décryptage et analyse dans nos prochaines éditions. Et puis pour revenir au sommaire, les relations entre la République démocratique du Congo et la République du Congo sont toujours en suspens. Les travaux conjoints entre les experts des deux pays qui ont eu lieu du 23 au 24 septembre dernier ont abouti aux résolutions. Néanmoins, une commission d'enquête sur les supposées violations des droits de l'homme a été mise en place. Ces recommandations seront soumises aux deux chefs d'État pour leur application. Du côté de la République démocratique du Congo, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a pris part à ces échanges qui ont passé en revue tous les différends dans les relations entre les deux pays habitués dans le passé à cheminer ensemble. Entre-temps, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo envisage une restructuration de la configuration de sa mission après 14 ans d'opération dans le pays. La question a fait l'objet d'un échange entre le ministre de l'Intérieur et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. On écoute le général Wafi. Nous estimons que le temps est venu avec les progrès réalisés tant dans la conduite des opérations militaires à l'est de la RDC que dans le cadre de l'appui à la stabilisation. Nous pensons qu'il faut prendre acte des progrès accomplis et mesurer le chemin qui reste à parcourir et voir ensemble avec les autorités, mais aussi avec le quartier général à New York, comment repositionner la mission, comment redéfinir ensemble d'un commun accord avec les autorités congolaises les nouvelles priorités, que ce soit en matière de neutralisation de groupes armés, que ce soit en matière d'appui à la restauration de l'autorité de l'État, que ce soit dans le cadre de l'exécution du plan national de DDR numéro 3, que ce soit dans le cadre de toutes les actions dont notre mandat nous fait obligation d'appuyer les autorités congolaises pour mettre fin à l'instabilité dans l'est de la RDC et de façon générale dans la région des Grands Lacs. Donc nous avons discuté avec le ministre et ses collaborateurs, ses principaux collaborateurs chargés des aspects sécuritaires. Nous allons rencontrer le ministre de la Défense nationale cet après-midi, lui aussi entouré de ses proches collaborateurs. Nous allons échanger et demain nous aurons l'occasion aussi de voir la ministre de la Justice pour parler de l'appui et de la situation, à l'appui à la justice, à la réforme pénitentiaire. Et ensuite, il y a une délégation de haut niveau qui va venir de New York pour là aussi engager ces consultations avec les autorités politiques congolaises, avec la mission, les responsables de la MONUSCO et des agences spécialisées des Nations Unies ici en RDC. Poursuite du processus électoral, cette fois-ci, c'est avec des personnes vivant avec handicap qui se sont entretenues avec la Commission électorale nationale indépendante afin de réfléchir sur les modalités de leur implication dans les préparatifs, l'organisation et les déroulements des élections à venir. Visiblement, aucune catégorie sociale n'est donc exclue à ce processus.
La République démocratique du Congo se veut vivre des élections libres, démocratiques, transparentes, mais également sans discrimination. Voilà qui justifie ici cette rencontre entre la CENI et les membres de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap au Congo. Rencontre au cours de laquelle a été lancé le projet Handicap, élections et droits de l'homme. Pour accompagner la CENI, nous avons accrédité plus de 677 observateurs pour dire que nous, les personnes avec handicap, on était vraiment intéressés à la question des élections. Nous sommes organisés nous-mêmes pour mettre en place ces projets qui se focalisera sur la formation, la sensibilisation sur les questions électorales. Et nous allons aussi former les défenseurs nationaux des droits des personnes avec handicap qui se déploieront sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Actualisation du processus électoral en cours, les personnes vivant avec handicap ont bénéficié de l'évolution du processus. À ce jour, nous avons publié un calendrier pour les élections urbaines, municipales et locales. Ces élections vont nous permettre, dans ce pays, de pouvoir asseoir une administration à la base qui est issue du vote, qui est issue du choix de la population. À l'instar de cette catégorie de personnes, d'autres personnes subissant des discriminations doivent également faire preuve d'attention. Il se déroule à Kinshasa une conférence de dialogue sous le thème « Questions de paix, de sécurité et de reconstruction dans la région des Grands Lacs » organisée par le Centre régional de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la reconstruction de la paix dans la région des Grands Lacs. Avant de connaître les résolutions de ces assises dans 3 jours, retenez que c'est le vice-premier ministre du budget qui a présidé la séance d'ouverture. Cette conférence réunit des chercheurs des pays des Grands Lacs. Ils vont ensemble réfléchir sur les solutions scientifiques à proposer au conflit qui déchire la sous-région depuis des décennies. Le gouvernement congolais, qui s'est engagé dans tous les fronts pour consolider la paix et la sécurité dans son territoire, s'investit pour la cessation des conflits et croit au maintien de la quiétude pour le développement de la région des Grands Lacs. Cela est possible, comme cela est une réalité aujourd'hui au Vietnam, au Laos et au Cambodge, dans cette région du monde où des triangles de commerce et de croissance ont remplacé des triangles de la mort. C'est ici où l'implication de l'intelligence africaine, principalement celle des Grands Lacs, est attendue pour proposer des pistes pouvant permettre l'élimination définitive des violences armées et la transformation effective des énormes potentialités que notre pays possède en véritable richesse au profit de nos populations. L'occasion est offerte ici aux chercheurs de mobiliser leurs connaissances au profit des États avec l'appui des organisations africaines et régionales comme CODERS-RIA et le CERED, Centre régional de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Vous savez, la paix aujourd'hui, c'est pas un slogan, c'est quelque chose, tout un comportement que nous voulons vivre. Et pour les CODERS-RIA, la question de la paix est toujours au cœur de nos travaux de recherche que nous voulons que les chercheurs réunis à Kinshasa puissent proposer des alternatives pour que la région des Grands Lacs, qui a toujours été à la recherche de la paix, puisse retrouver cette paix. Les résolutions de ces assises sont attendues le week-end. Elles devront proposer des solutions aux conflits politiques entre États, aux questions de développement et à l'arrêt du cycle infernal des violences basées sur le genre. Je vous le disais, à l'ouverture de cette grande édition, pour faire face au cancer du col de l'utérus, placé 2e à l'échelle mondiale après celui du sein, des structures de santé qui luttent contre ce fléau comptent organiser des activités dont une marche prévue samedi à Kinshasa afin de sensibiliser la population sur cette maladie considérée comme problème de santé publique qui n'épargne pas les femmes. On écoute le professeur Kabongo. Le cancer se trouve être la première cause de mortalité à travers le monde. Selon l'OMS, il y a environ 5 millions de décès dus au cancer par année, soit un décès toutes les 2 secondes. Et si rien n'est fait, le cancer tuera 84 millions entre 2015 et 19 millions par an en 2025.
Dans notre pays, le cancer du col occupe la première place. Voilà pourquoi nous solidarisons avec les organisations internationales qui luttent contre les cancers de la femme dans le but de passer ce message de sensibilisation. Nous voulons donc sensibiliser notre population, lui donner l'information sur le cancer du col, qui se trouve être le premier cancer de la femme dans notre pays. Nous voulons dire à notre population que ce cancer est curable, à condition qu'il soit diagnostiqué à temps. L'Est de la République démocratique du Congo, à l'heure de la reconstruction avec le financement de la Banque mondiale, le Fonds social de la République démocratique du Congo va exécuter sur une durée de 5 ans le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix. Le lancement du projet a été fait aujourd'hui par le vice-ministre délégué aux Finances. C'est une réponse adéquate aux besoins des projets de développement à l'est de la RDC, ravagés par des années de guerre et instabilité sécuritaire à répétition. Le projet pour la stabilisation de l'est de la RDC, STEP, a été officiellement lancé pour une durée de 5 ans. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 79 millions de dollars et exécuté par le Fonds social de la République démocratique du Congo dans les provinces du Sud et Nord Kivu, ainsi que les districts de Lituri, Bazouélé et Haut-Ouélé dans la province orientale, le projet STEP a 3 composantes, dont l'appui aux communautés, la création d'emplois ainsi que le renforcement des capacités. Le projet s'intitule Projet pour la stabilisation, c'est-à-dire nous voulons apporter une contribution à la stabilisation. Et la meilleure façon de répondre à cette problématique, selon les évaluations qui ont été faites, c'est d'arriver à donner aux populations les moyens de subsistance. Et pour le faire, nous avons jugé bon de passer par la création d'emplois et le développement de filières agricoles. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques et aux moyens de subsistance de communautés vulnérables. Donc c'était important d'avoir un projet qui soit vraiment focalisé sur ça. Bien sûr, tout ce qui est le développement aide à la stabilisation. Mais si on travaille vraiment avec une attention particulière à la stabilisation, donc en se concentrant à l'Est, en se concentrant sur la cohésion sociale, sur la résilience des communautés, on espère que cela va un peu accélérer le processus. Les bénéficiaires se réjouissent de ce projet et attendent des bons résultats. Je suis content qu'on ait intégré la donne des provinces, puisqu'il arrive parfois qu'on imagine des projets sans consulter ceux qui sont concernés au premier chef. Mais dans ce cas-ci, tout s'est bien passé. On nous a consultés au départ, on a associé le gouvernement de la République, que tout se passe bien et qu'on stabilise et qu'on ait la paix. C'est le préalable à tout développement. Pour le Fonds social de la République, ce projet va améliorer la vie de la population en donnant de l'emploi aux jeunes qui sont souvent tentés à rejoindre les groupes armés. Et à propos justement du Nord Kivu, sachez que l'acteur britannique Jude Law a visité l'école de la paix dans le camp Mugunga 1 dans la périphérie de Goma. Une école construite pour accueillir les enfants déplacés de Massissi. La star du Grand Técan a exploré avec les enfants des posters pour la paix conçus par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avec l'appui de Peace One Day et de l'UNICEF. Christian Elongo était sur place. Nous sommes au nord du centre-ville, à une dizaine de kilomètres de Goma, les camps Mugunga 1. Près de 3000 personnes, soit plus de la moitié des enfants de moins de 15 ans. Cette visite de la star britannique est une manière pour l'UNICEF et l'ONG américaine Peace One Day d'explorer les posters pour la paix. Un poster conçu par l'EPSP et qui représente les 10 étapes à franchir pour résoudre un conflit de manière pacifique. Pour l'UNICEF, faire de l'école un sanctuaire de paix permettra à la nouvelle génération de grandir avec un esprit pacifique. Donc c'était important de venir voir aussi les gens déplacés, les gens qui ont parcouru certaines difficultés, donc de voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain et de ne pas rester seulement confinés, je dirais, dans des hôtels ou dans des espaces. Donc voilà,
a essayé de privilégier de venir ici. On aurait pu aller dans plusieurs endroits, mais ici, comme vous le savez, c'est important. Ce sont des déplacés du Massissi, de différentes régions aussi du nord du Kivu. Donc voilà, et je crois que le feedback que nous avons reçu aussi de Jude Law en particulier, c'est que pour lui, il voulait voir la réalité. Les posters qui sera distribué à 45 000 écoles à travers la République démocratique du Congo présentent 10 étapes à franchir pour résoudre un conflit de manière pacifique. Et 24 heures après sa visite au camp Mugunga, l'acteur britannique a participé activement à la clôture de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans cette province. Il s'est rendu dans la zone de santé de Karisimbi en face de l'aéroport de Goma. Fin des journées nationales des vaccinations contre la poliomyélite, près de 4 000 enfants ont été vaccinés à l'aire de santé de Bodjouvu, zone de santé de Karisimbi à Goma. Sur plus de 1 600 000 enfants âgés de 0 à 59 mois attendus, 67% ont été vaccinés dans les 29 zones de santé qui comptent la province du Nord Kivu. Déclaration du ministre des tutelles. Pour une zone de santé à situation sécuritaire difficile comme Kamango, nous avons l'avantage d'annoncer vraiment avec joie que grâce à l'appropriation de cette activité par la population et particulièrement par les femmes, par les mamans, nous avons pu, dans cette zone de santé à situation sécuritaire difficile, atteindre déjà pour la deuxième journée, nous avions déjà 97%. La cérémonie de clôture était marquée aussi par la présence des acteurs britanniques et américains Jude Law et Jérémy Gillet, respectivement ambassadeurs depuis Swandé et fondateurs de cette ONG américaine. Plus de 17 millions d'enfants étaient entendus dans toute la République démocratique du Congo, selon l'UNICEF représenté lors de cette cérémonie de clôture par sa représentante adjointe pour la RDC Sylvie Fouet. D'ici 2 ans, la RDC maintient ses rythmes. Elle sera déclarée pays free poliomyélite. Si les prévisions sont bonnes, pour l'instant nous n'avons pas de cas de polio qui s'est déclaré. Et d'ici 2 ans, si aucun cas ne se déclare, la République démocratique du Congo sera éligible pour être appelée polio free. Et ça veut dire il reste peut-être que vous le saviez, 2 pays dans le monde en Afrique, qui est le Nigeria et la République démocratique du Congo. Ce sera effectivement une grande fierté pour les Congolais. Vacciner, c'est protéger. Les enfants ne peuvent pas à eux seuls se prévenir. C'est aux parents de s'assumer efficacement. Et puis cette note de la Direction générale de migration qui porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que subsidiairement à sa décision du 25 septembre 2013 portant suspension de la délivrance des autorisations de sortie en faveur des enfants mineurs congolais adoptés par des ressortissants étrangers. La dite mesure reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Ce communiqué a été signé par François Beya Kassonga, qui est responsable de la Direction générale de migration en République démocratique du Congo. Question météorologique, Kinshasa abrite les assises du Forum des prévisions climatiques et saisonnières de l'Afrique centrale en vue d'ériger un centre sous-régional susceptible de développer la synergie de gestion des risques et opportunités liées à la viabilité et au changement climatique. Le changement climatique qui s'observe ces derniers temps sur la planète produit des effets météorologiques néfastes, même au niveau de l'Afrique centrale. Conscients de cette réalité, des experts venus de l'Afrique centrale vont débattre au cours du forum qui se tient à Kinshasa sur la question des prévisions climatiques et saisonnières dans cette partie de l'Afrique. Ces dernières années, l'Afrique centrale, comme d'autres parties du monde, a dû affronter un nombre croissant des risques de catastrophes liées à la météorologie. Le présent forum offre une occasion tout à fait opportune de réfléchir à la manière d'exploiter utilement les informations climatologiques pour atteindre les objectifs de développement durable ainsi qu'aux mesures à prendre dès maintenant sur le terrain. Ces assises se veulent un cadre de réflexion qui vise à conjuguer des efforts pour créer une synergie afin de faire face à ce problème. C'est une occasion, une opportunité qui nous est offerte afin que les météos et les climatologistes
communique avec le monde extérieur, communique avec tous les secteurs sensibles au temps et au climat. Nous savons tous que le temps et le climat agissent sur notre mode de vie, des besoins les plus élémentaires aux besoins les plus simples. Il s'agira, après cette prévision, quand elle sera adoptée, que les utilisateurs élaborent des stratégies pour aller dans le sens que le climat entraîne. La RDC entreprend réhabiliter et moderniser ses infrastructures météorologiques pour gérer le risque dû à ces changements climatiques. Et pendant ce temps, les prévisions météorologiques sont en furie dans les groupements Outunda en territoire de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ce territoire fait face ces derniers jours à un problème de foudre en répétition. Au cours d'un mois, plus de 7 personnes viennent d'en être victimes, dont 2 morts. Patrick Sialoua est sur place. La forte pluie qui s'est abattue mercredi sur la localité de Moubi, 32 km au nord de Walikale Centre, est passée avec des dégâts humains. Au total, 3 personnes habitant cette localité ont été foudroyées dans cette pluie, dont une femme est morte et les 2 autres sont sous surveillance au centre de santé de la région, a déclaré un membre de la société civile de Walikale, contacté ce jeudi. Les foudres ont tombé à Moubi, là c'est Walikale qui s'engage dans le groupement Outunda. Alors la pluie, lorsqu'elle a passé, et par la suite, il y a eu une poudre, la poudre qui a tombé où on a enregistré au moins 3 victimes. Et parmi ces 3 victimes, il y a une personne qui est morte et 2 autres internés dans un centre hospitalier de Moubi. Le 17 septembre dernier, 4 autres personnes avaient été foudroyées dans la localité d'Empofi, 52 km à l'ouest de Walikale Centre, dans le même groupement Outunda, mais sans mort d'homme. Dans ce même groupement, l'on signale la mort d'un pasteur d'une église protestante dans une des localités de cette entité, foudroyé en début du mois en cours. Un mauvais sort serait-il jeté sur ce groupement Outunda, s'interroge plus d'un habitant de Walikale, au vu de la multiplicité des cas de foudre dans cette entité. Dans un instant, l'invité du journal. Monsieur Romain Lobo, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes président de Maxime Agency, qui organise une soirée caritative en hommage de Ndaya Mulumba. De quoi sera-t-il exactement question? Eh bien, il est question d'une soirée caritative, comme vous venez de le dire. C'est une soirée au cours de laquelle nous allons essayer de récolter des fonds au bénéfice de Monsieur Ndaye. Monsieur Ndaye, qui est un ancien joueur des Léopards, de l'équipe de 74, ceux qui avaient gagné la CAN. Et il reste à ce jour le recordman des buts marqués lors d'une phase finale de la CAN, 9 buts, et ça fait 40 ans. Et il se retrouve aujourd'hui dans une précarité sociale très prononcée. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester impuissants devant une telle situation. Et bon, on s'est dit de pouvoir trouver des gens qui peuvent nous accompagner pour pouvoir récolter des fonds et aider cette personne. Et pourquoi avoir porté les choix sur lui? On sait qu'il y a quand même certaines personnes qui se sont aussi démarquées à une certaine époque. Qu'est-ce qui vous a particulièrement poussé à choisir Ndaya Mulumba? En fait, c'est parce que depuis 2003, nous avons, Maxime Agency et M. Ndaye, signé un protocole d'accord. Et par rapport à ce protocole d'accord, nous traitons l'image de M. Ndaye. Et cela est la suite d'une de mes visites en Afrique du Sud où j'avais été le découvrir là-bas. Moi qui pensais qu'il était déjà décédé par des informations qui nous étaient parvenues auparavant, je l'ai trouvé en train de faire un travail qui ne reflétait pas son rang. Et je me suis dit que je devais faire quelque chose. J'ai été interpellé en moi-même. Et en 2004, après une série de démarches que nous avons menées auprès de la CAF et auprès de la FIFA, il a été décoré ici à Kinshasa par le président Blatter de la médaille d'or de la FIFA. Alors, depuis lors, nous sommes dans un processus et nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas passer sous silence 40 ans de record et c'est pour ça que nous le faisons. Est-ce que vous avez frappé aussi la porte au gouvernement et visiblement ces fonds seront récoltés pour l'aider, mais comment vous allez gérer
parce que ça pose aussi problème en termes de crédibilité. Les gens qui vont venir à la soirée, certaines personnes sont devenues méfiantes à ces genres d'actions. Est-ce qu'il y a une certaine confiance que vous allez donner ce soir à ceux-là qui veulent bien contribuer à ce geste de cœur? Au-delà de la confiance, nous parlons plutôt de la transparence. Et je vous dirais que nous avons toqué à toutes les portes. Nous avons même fait une correspondance adressée au Premier ministre. Il y a une correspondance adressée au ministre des Sports. Jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucun feedback de toutes ces correspondances. Mais ce que nous avons prévu de faire, c'est que tous les montants qui vont être récoltés vont être communiqués officiellement et ces montants ne vont pas être donnés à main propre à l'intéressé et que par contre nous allons ouvrir un compte en son nom dans une banque de la place et nous allons verser ce montant dans ce compte-là et il aura un montant mensuel plafonné à $400 qu'il pourra toucher. Alors brièvement, ça sera où la soirée? C'est à l'hôtel Sultani, demain vendredi 26 septembre à partir de 20h. Merci Romain Legault d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Ce journal se poursuit dans un instant. Et nous allons prendre cette fois-ci des questions de télécommunication et téléphonie mobile. Orange a procédé aujourd'hui au lancement officiel de sa nouvelle campagne de communication qui a pour thème la qualité pour tous, la générosité pour chacun, autour du slogan Orange Bilingi, Apesa Atalate. C'est une place de taille, un schéma sûr que se ferait la société de télécommunications Orange en République démocratique du Congo. Seulement 2 zones d'implantation et déjà près de 3 millions d'abonnés. Une confiance de ses abonnés à l'endroit d'Orange que les responsables a tenu à honorer en lançant officiellement la campagne Orange Bilingi Apesa Atalate. Orange a décidé d'être l'opérateur le plus généreux. Donc Orange était déjà l'opérateur de qualité. Je vous ai expliqué les mesures de qualité de voix et de qualité d'Internet qui sont faites tous les ans. Orange était déjà l'opérateur de qualité. Dans les offres qui sont déjà sur le marché et qu'on va lancer, aussi bien les offres de services que les terminaux, on va être les plus généreux. Toutes les actions de responsabilité sociale qui sont très importantes pour Orange sont faites par la Fondation et nous aurons dans quelques jours une conférence de presse où on va vous présenter les actions qui sont déjà en cours depuis 2013. Il y a 3 actions spécifiquement et les actions qu'on va développer, dont une prochainement à Kinshasa. Cette nouvelle campagne de communication a pour thème la qualité pour tous, la générosité pour chacun. Et pour son directeur commercial, Orange est l'opérateur qui offre toujours plus et de meilleure qualité. Bien souvent, on trouve satisfaction aux questions qu'on pose parce que sur les offres, c'est assez clair. Sur les aides à la configuration, même des offres Internet, c'est aussi assez clair. Et aujourd'hui, nous avons un niveau de satisfaction assez élevé de nos clients. C'est un point d'honneur pour nous de nous assurer que cette qualité soit maintenue. L'abonné qui se retrouve dans un besoin, qui voudrait pouvoir accéder à cette offre, est en mesure de pouvoir obtenir son information aussi bien au call center, dans les boutiques, dans les mini-boutiques, mais aussi chez les cabinistes, les tablettes et parasols qui sont disséminés à travers les rues partout dans le pays. La campagne met en scène des citoyens congolais dans leurs activités quotidiennes et montre comment Orange les aide à atteindre leurs objectifs avec ses offres de produits et services. Eh bien, merci de nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition sur B1.